Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Medusa. Donc aujourd'hui, on va discuter de la configuration de prix du Bitcoin. Bitcoin est à 65 829 dollars, aux portes des 66 000 dollars qu'on a en fait atteint cette nuit. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi, selon moi, ce mouvement n'est pas terminé. Pourquoi, selon moi, la hausse du Bitcoin qui, pour le moment, nous a porté des 59 000 dollars jusqu'aux 66 000, n'est qu'en fait qu'un avant-goût de ce qu'on va avoir par la suite. Et pourquoi c'est très similaire au comportement qu'on a pu avoir sur notre mois d'avril, qui nous a envoyé des 65 000 dollars jusqu'aux 83 000 dollars, soit une hausse de plus de 27%. Alors, pourquoi je pense que nous sommes dans cette configuration? Alors, ça réside toujours dans ces 5 piliers, la partie technique, on-chain, macro, dérivés et sentiments. Pour moi, on est vraiment, on doit se baser sur ces 5 piliers, on doit se baser sur ces 5 éléments. Alors, en réalité, il y a également les marchés options. Pour le moment, ils sont quand même assez peu déployés sur le Bitcoin. Il y a un impact, certes. On peut le voir sur, par exemple, un indicateur comme le put and call ratio, qui nous permet d'observer le nombre de positions qui sont prises en put, donc c'est-à-dire euh, où on se protège d'une potentielle baisse. En fait, vous allez acheter et gagner de l'argent, c'est l'équivalent d'un short, mais sur le contrat, sur les marchés options. Et un call, ça va être justement une option d'achat que vous allez prendre pour espérer justement avoir une hausse si l'actif en question augmente. Donc il y a un intérêt à regarder les marchés options, mais pour moi, le Bitcoin est porté par ces 5 piliers. Le premier pilier, la partie technique, on va le voir ensemble, mais on a quand même un pilier qui est pour le moment en train de se relever d'une phase de baisse qui a été très intense. On le voit côté Ishimoku en daily et en weekly. On est sous la Tenkan, enfin non, on est sur la Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan, mais la Tenkan et la Kijun sont pour le moment dans un croisement baissier. On le voit tout simplement si je vous affiche la Ishimoku en daily, c'est un indicateur qui est super pertinent. Vous voyez que le cross bearish, on l'a eu juste ici sur les 77 000 dollars à peu près. À ce moment-là, Bitcoin, du coup, est rentré dans une tendance baissière sur cet indicateur d'Ishimoku. Vous voyez qu'il était passé haussier quand on était aux alentours on va dire à peu près des 72 000 dollars. Donc en fait, si vous aviez tout simplement suivi ces indicateurs, vous seriez protégé d'une bonne partie de la baisse. À titre personnel, c'est quasiment sur cet indicateur que je suis sorti quasiment en totalité du portefeuille pour justement plutôt cette fois-ci parier à la baisse et prendre un short qui a été plutôt très rémunérateur comme j'en parlais dans la vidéo précédente. Depuis, on a fait une parabole baissière, cassure de cette parabole, stabilisation, un RSI, donc on voit au niveau du momentum, on repart à la hausse tranquillement, et on voit qu'on est venu casser cette Tenkan. Cependant, vous le voyez, on a toujours une Tenkan qui est sous la Kijun, qui sont sous la SSB et la SSA. On est plutôt pour le moment assez mal orienté. On le voit également côté weekly, mais c'est à peu près le même schéma. On est même peut-être encore plus baissier, parce qu'on n'a même pas rattrapé le niveau de la Tenkan. Mais selon moi, ce niveau de Tenkan qui se trouve au niveau des 71 000 dollars, il sera récupéré. C'est tout à fait logique qu'aujourd'hui on stabilise sur les 66 000 dollars, et en weekly ça se voit très bien. Vous voyez ici, on est tout simplement venu récupérer des zones qu'on a travaillées en clôture de bougie pendant très longtemps. On est venu clôturer exactement sur ces niveaux. Donc là, cette semaine, elle est assez importante parce qu'elle va nous montrer si on arrive à tenir cette zone ou si tout simplement on vient travailler ici et ensuite clôturer en dessous. Et là, dans ce cas-là, toutes les thèses baissières que vous pouvez entendre, qui sont selon moi, comme à chaque fois qu'on est en tendance baissière, qui sont selon moi très très excessives, tabler sur un Bitcoin à 30 000 dollars, pour moi, sur le court terme, ça n'a strictement aucun sens. Je préfère le dire, pour moi, ça n'a strictement aucun sens. On est sur une période où on a eu extrêmement beaucoup de ventes. On le voit au niveau de la capitulation sur les holders de court terme. Ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Et c'est pas parce que on n'est pas venu faire une marche d'escalier très profonde que on n'a pas eu de capitulation. On était à 83 000, on a été chercher 59 000 dollars, et ça quasiment en ligne droite. Donc c'est pas parce que justement on avait augmenté la valorisation du Bitcoin et qu'on revient quasiment sur les mêmes niveaux que c'est très différent d'une capitulation où on aurait tout simplement fait un range
qui aurait été serré, et ensuite une capitulation bien plus profonde qui nous aurait emmené plus bas. Ce qui compte, c'est le changement de main des bitcoins. Et on l'observe tout simplement, on a eu un changement de main très important des bitcoins en portefeuille qui sont pour le moment très très largement absorbés par les holders de long terme. On a des gros portefeuilles qui réaccumulent massivement, et donc évidemment ça s'observe, ne serait-ce que par ici, sur l'accumulation trend score. Regardez cet indicateur qui est extrêmement pertinent. Je vous rappelle, cet indicateur, c'est tout simplement une agrégation de la lecture de toutes les transactions qui sont réalisées sur la blockchain Bitcoin. On vient regarder toutes les transactions. Les petites transactions sont catégorisées retail. Les grosses transactions sont catégorisées baleine. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a des heuristiques pour grouper des portefeuilles entre eux, faire en sorte que justement un groupe de portefeuilles de taille moyenne soit considéré comme une seule entité si on arrive à déceler justement des traces dans la blockchain que ces portefeuilles sont susceptibles d'appartenir à la même entité ou à la même personne. Mais bref, vous avez compris le principe. On vient tout simplement regarder toutes ces transactions et regarder si les petits portefeuilles sont en train de vendre ou les petits portefeuilles sont en train d'acheter. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Des petits portefeuilles en train de vendre et des gros portefeuilles en train d'acheter. Ça, c'est justement cet indicateur quand il approche des 1, c'est exactement ce qu'on observe. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est dans un comportement qui est exactement celui-ci. Ça fait une dizaine de jours qu'on est en train d'avoir un accumulation trend score très 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 élevé. C'est ce qui m'a permis tout simplement de déceler que vraisemblablement ici, sur l'atteinte de cette zone de prise de liquidité, on va l'observer au niveau du 3 mois sur Alfractal, au niveau des liquidations, on avait énormément beaucoup de liquidités à venir récupérer sur les 62 500 $ à peu près. À ce moment-là, on avait du coup un déséquilibre très important entre acheteurs et vendeurs, et on observait que les baleines sur les marchés spot étaient en train d'accumuler massivement. Bon bah ça n'a pas loupé, on a eu une stabilisation, on a pris des profits sur notre short, c'est précisément à ce moment-là, sur la journée du 4 juin qu'on a soldé notre position short sur la stratégie court terme. Et du coup, bah, évidemment, on a repris un long cette fois-ci au niveau des 63 000 qui pour le moment se déroule plutôt bien, vous voyez, avec du coup un short qui s'était clôturé à 23%, à plus 23% du portefeuille, donc une performance qui était plutôt très belle. Au niveau du coup de la technique, il y a également un autre indicateur qui est plutôt très intéressant, c'est le TRC, le Tether Ratio Channel. Lui, il va mesurer du coup la market cap du Bitcoin par rapport à la market cap des stablecoins, et qui du coup permet d'observer les moments où les stablecoins sont plutôt en train d'entrer sur le marché ou plutôt en train d'en sortir. On avait eu un indicateur de croisement que je vous avais partagé en public sur YouTube. Alors malheureusement, quand je l'ai partagé, beaucoup de personnes n'avaient pas souhaité le prendre en compte, et qui du coup malheureusement sont passés à côté de cet indicateur qui est extrêmement puissant et qui permet justement de jauger de la dynamique des flux sous-jacents, parce que quand même les stablecoins sont un flux sous-jacent à l'augmentation potentielle de la valorisation du Bitcoin, et vous voyez que on n'est pas très loin de faire un croisement haussier cette fois-ci. Donc vous voyez que généralement il y a une petite inertie. Alors là je ne vous ai pas comparé par rapport au prix du Bitcoin sur cette courbe, je pourrais le rajouter, mais vous voyez que des croisements comme on a à ce moment-là, bah, c'est un croisement comme on a pu avoir justement par le passé. Si je vous montre justement cet indicateur, hop, vous pouvez le trouver sur TradingView. Et vous voyez que la dernière fois qu'on l'a eu, c'était précisément ici, au niveau des 64 800 $. Et ça avait été en fait un bottom local avant d'avoir justement cette remontée importante. Et ce top qui avait été marqué justement ici le 16 mai. Le 16 mai, un top qu'on a marqué et qui du coup, de mon côté, a été un signal fort qu'il fallait prendre des profits et alléger le portefeuille. Bon, si on observe également au niveau de la partie des contrats dérivés, c'est extrêmement intéressant parce qu'au niveau des contrats dérivés, on a des baleines qui sont en train petit à petit de se repositionner. Alors, on le voit, elles sont toujours en distribution par rapport au retail. Ça, c'est ce qu'on observe sur cet indicateur. Vous voyez cette courbe, on est plutôt dans le rouge. Ça signifie que les baleines, pour le moment, sont plus short que les retail. Cependant, ce qui est intéressant toujours dans les indicateurs, c'est leur valeur, mais surtout leur dynamique. Et là, qu'est-ce qu'on a? Depuis le 2 juin, on a une dynamique qui est extrêmement au rebond.
Qu'est-ce que ça signifie? Pendant de nombreuses semaines, on le voit depuis à peu près le 24 avril, les baleines ont commencé à alléger leur position acheteuse, petit à petit alléger, 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 et on va dire à peu près à partir du 10 mai, elles ont très sérieusement commencé à prendre des positions short. Elles étaient relativement neutres par rapport au petit portefeuille jusqu'au 10-11 mai, à l'époque où Bitcoin valait 80 000 $, et ensuite elles ont très massivement augmenté leur position short. Elles ont augmenté tout ça pendant toute cette phase de baisse qui a amené Bitcoin jusqu'aux 60 000 $. Depuis, elles sont en train de reprendre des positions acheteuses. Dans quel contexte? Dans un contexte où Bitcoin remonte, on a un accumulation trend score, on l'a vu, qui est très haussier, et dans un contexte où les petits portefeuilles font exactement l'inverse. Et ça s'observe sur les funding rates. Vous le voyez ici, hein, pendant de nombreuses semaines, en fait pendant toute notre période de baisse, on avait des funding rates qui étaient très élevés, donc c'est-à-dire des taux de financement qui représentent le déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs, qui était très important, très très important. Et à ce moment-là, du coup, on avait justement beaucoup de liquidation de tous ces acheteurs compulsifs qui se trouvaient en dessous du prix, et on est venu faire des cascades de liquidation à répétition. Et on est donc venu former cette parabole. Et bien, on est en train d'avoir un comportement qui est relativement opposé, c'est-à-dire une augmentation du prix du Bitcoin, avec une augmentation de l'open interest et une baisse des fundings. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le prix monte petit à petit. Pendant que le prix monte, la majorité des traders de court terme pensent que c'est un rebond en tendance baissière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'ouvrir des positions vendeuses. Donc ils pensent que le prix va aller à la baisse. Donc leur take profit est sous le prix et leur stop loss est au-dessus du prix. On observe grâce à l'open interest une augmentation de l'open interest qui signifie que on a justement de plus en plus de traders qui rentrent en position, et ces traders sont donc baissiers. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On a un risque de short squeeze. C'est exactement ce que nous dit cet espace membre de Medusa, hein. C'est tout l'intérêt de l'espace membre, c'est d'avoir la data et l'interprétation de sa data conformément à ma stratégie. Donc ça m'a pris pas mal de temps justement à cloner mon cerveau à l'intérieur de cet espace membre. Pour le moment, ça marche plutôt pas mal, et donc on voit des fundings négatifs, un open interest qui monte et un prix qui monte. Les shorts s'empilent face à une remontée. C'est donc un carburant à short squeeze. Un short squeeze, c'est une cascade de liquidation où le prix part fortement à la hausse pour liquider tous les vendeurs, tous les vendeurs à découvert qui sont trop agressifs. Et c'est exactement l'opposé qu'on a eu sur les derniers jours, en l'occurrence sur le début du mois de juin, avec cette fois-ci un long squeeze, donc c'est-à-dire une capitulation, une cascade de liquidation. On est venu liquider énormément d'acheteurs trop agressifs, acheteurs qui s'étaient positionnés. Vous le voyez, hein, ici on avait eu pendant toute cette phase une augmentation de l'open interest, une augmentation qui avait eu lieu pendant des fundings positifs. Et donc on avait eu beaucoup d'acheteurs qui s'étaient positionnés, vous le voyez, hein, et il avait fallu attendre finalement un retournement de psychologie des investisseurs pour finalement se retrouver avec une stabilisation du prix, une consolidation et une remontée par la suite. Bon, voilà, on le voit au niveau de l'analyse de la macroéconomie, on est cette fois-ci plutôt bien orienté. On le voit au niveau de l'inflation, on a une inflation qui ralentit. On est au niveau des 1,84% en rythme annualisé, donc c'est plutôt sain de voir cette inflation qui ralentit. Je vous rappelle que cette semaine, on a la réunion du FOMC, donc une décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt ne vont pas baisser, hein, tout simplement. Je préfère anticiper toutes les vidéos qu'on pourrait avoir d'ici à mercredi. Il n'y aura pas de baisse de taux. 96,6% de probabilité de ne pas avoir de baisse de taux, donc il n'y aura pas de baisse de taux. Ce qu'on va attendre, c'est de voir les projections de la Fed sur les prochains trimestres et les prochains mois, et également le communiqué de la Réserve fédérale américaine, donc ce communiqué du FOMC, vous le voyez, hein, donc l'explication sur le calendrier, orientation restrictive, donc hawkish, c'est défavorable aux actifs à risque, accommodante dovish, c'est plutôt favorable aux actions et au Bitcoin. Et donc ça, c'est un événement qui est évidemment très important, et le communiqué du FOMC, il va nous indiquer quelles sont les prévisions de la Réserve fédérale américaine, le rythme potentiel de baisse de taux, est-ce qu'ils anticipent une, deux, trois baisses de taux,
une, deux, trois hausses de taux sur les prochains trimestres, les prochaines semaines, enfin les prochains trimestres, les prochaines années. Et donc on va observer ça et ça va avoir un impact évidemment majeur sur les actifs à risque. Donc je pense malgré tout qu'il y aura assez peu de volatilité, tout simplement parce que Kevin Warsh est réputé comme quelqu'un de plutôt taiseux. Contrairement à Jérôme Powell, qui bon, n'était pas très très expansif, on va se l'avouer, mais qui avait tendance à communiquer peut-être un petit peu plus, on a un Kevin Warsh qui a déjà, d'ores et déjà annoncé que la Réserve fédérale américaine serait bien plus opaque. On aurait du coup beaucoup moins d'informations sur ses décisions internes, ses hésitations, ce qu'elle souhaite faire, etc. Elle s'impliquera beaucoup moins dans les marchés pour éviter d'influencer justement les marchés et pour éviter de faire le yo-yo de trop. Donc je ne pense pas qu'on ait vraiment des déclarations importantes. Alors évidemment, on pourrait être surpris, mais pour le moment, à titre personnel, je ne pense pas que du coup on aura des décisions intéressantes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vendredi est férié aux États-Unis, donc 19 juin férié, donc la bourse sera close pendant cette journée du 19 juin, donc semaine de 4 jours à Wall Street pour cette semaine. On aura semaine prochaine également les PMI manufacturiers, ça ils vont être scrutés de très très près, mardi 23 juin, puisque depuis justement notre passage au-dessus des 50, il me semble que c'était en janvier ou en février, où on est passé au-dessus des 50 sur l'ISM. Depuis, du coup, les PMI sont plutôt haussiers. On a des PMI qui sont systématiquement en hausse. Et donc, il va pas falloir freiner justement cette dynamique pour espérer pouvoir avoir un rebond des marchés actions et donc du Bitcoin également qui se comporte majoritairement comme un actif à risque. Au niveau du sentiment de marché, on l'a vu, mais on est sur un Fear and Greed Index à 20. On est quand même dans la peur. On a un rallye de disbelief, en fait, tout simplement, qui se met en place avec une remontée du prix qui se fait dans un contexte où le Fear and Greed Index reste très bas. On est plutôt orienté à la baisse sur le sentiment de marché, sur les investisseurs en règle générale. On a l'application Coinbase aux US. Donc là, en fait, on vient traquer tout simplement la position de l'application Coinbase sur l'Apple Store. On est hors du top 100, donc vous vous doutez bien que ça signifie une chose, les retails sont complètement sortis. Ils ont été liquidés, on a eu la capitulation qu'on souhaitait avoir, et tous ceux qui justement souhaitent reproduire les mêmes fractales que d'habitude, c'est-à-dire le CVDD price, qui regarde le prix réalisé par les holders de long terme, etc., comme étant justement une boussole du prix qui sera atteint de fait sur les marchés, sur le Bitcoin, eh bien selon moi, c'est assez présomptueux de penser qu'on pourrait l'atteindre dès maintenant. L'atteindre d'ici le mois d'octobre, justement pour répéter la fameuse fractalité, hein, notamment ici, hop, si je vous montre la fractalité des cycles, hop, et bien vous voyez que on est sur généralement un top qui pourrait être dessiné, vous le voyez, entre le 6 et le 16 octobre. Ça, c'est conformément à tout ce qu'on a eu comme cycle par le passé. Des cycles de 4 ans qui sont décomposés en deux cycles de 2 ans, avec une accumulation, une phase de markup, une distribution et un bear market qui dure un an pour chacune de ces quatre phases. La phase de bear market qu'on est en train de subir, pour le moment, on est potentiellement du coup on va dire, les deux tiers de cette phase de bear market. Est-ce qu'on va l'atteindre justement d'ici le 16 octobre? On atteindra le prix réalisé par les holders de long terme? Peut-être. Selon moi, penser qu'on va l'atteindre tout de suite en ligne droite, je pense que c'est extrêmement peu probable. Je vous rappelle qu'en daily, on a été chercher un RSI au niveau des 15, d'accord? C'était tout simplement arrivé deux fois auparavant dans l'histoire du Bitcoin. Une fois lors du crack Covid, où on a eu quand même une capitulation qui était immense. Et vous le voyez, on avait eu une capitulation immense avec une parabole qui s'était dessinée également. On avait cassé cette parabole et ensuite on était parti à la hausse assez massivement. Et la deuxième fois, c'était ici, sur le crack de novembre 2018, où on était venu récupérer un RSI au niveau des 10. Donc cette fois-ci, encore plus bas.
et ensuite on avait consolidé avant de repartir à la hausse. C'est généralement des zones de bottom locaux, évidemment, mais pour la simple et bonne raison que quand vous avez une pression vendeuse aussi importante qui envoie votre RSI aussi bas, c'est qu'on a eu énormément de ventes. Et on le voit côté Coinbase, par exemple, on a eu énormément d'achats. Vous le voyez ici en jaune, donc là on est sur l'intensification, vous voyez Yellow Highlight Areas, donc l'intensification soudaine, ou les changements d'intensification dans l'order book sur justement un exchange donné. Donc ici on est sur Coinbase, on regarde la pression de l'order book sur Coinbase, qu'est-ce qu'on montre? On montre justement Coinbase qui a acheté massivement du Bitcoin pendant toute cette phase de baisse. Et donc c'est pas étonnant que maintenant on ait du coup un équilibre entre acheteurs et vendeurs, et donc que Bitcoin se stabilise avant potentiellement de remonter dans les jours à venir. Et venir du coup liquider tous ces vendeurs qui ont leurs ordres stop ou ça. Précisément, on va le voir, mais sur le court terme, on a déjà une zone intéressante entre les 67 500 et les 68 200 $ à peu près. C'est vraiment en fait la zone de top qu'on avait marqué à peu près le 3 juin. Et ensuite, la majorité de la zone, elle se trouve juste ici, entre les 83 et 84 000 $. Mais même si je regarde sur un mois, on a une zone qui ici est hyper intéressante, entre 75 et 82 000. Donc là, il y a vraiment beaucoup de zones de short à récupérer. Et vous le voyez, hein, le déséquilibre, il est assez immense. C'est-à-dire qu'on a 72% des liquidations autour du prix du Bitcoin qui sont des liquidations short, au-dessus de nous. Donc on a vraiment un aimant important qui se trouve au niveau des 75, entre 73 et 80 000 $. On a un aimant important dans un contexte où la tendance est positive. On a formé un joli W, d'accord? Un joli W en daily, deux creux ascendants, une neckline au niveau des 65 000 $. Pour le moment, on a cassé cette neckline dans une phase de convergence haussière sur le prix. On sort d'un RSI en survente dans une localisation qui est parfaite, c'est-à-dire, hop, si j'arrive à tracer droit, hop, vous voyez, dans une zone parfaite où on est tout simplement venu récupérer la liquidité sous les creux du range du mois de février au mois d'avril. Donc là, vraiment, on est parfait. Et je comprends ceux qui, du coup, sont un petit peu traumatisés par la baisse et qui ne souhaitent pas se positionner. Mais pour moi, le déséquilibre, le ratio risk-reward, pour le moment, il est très orienté à l'achat. Enfin, je veux dire, vous êtes objectivé à être positionné à l'achat par rapport à être positionné à la baisse. Vous vous doutez bien qu'après une phase aussi importante, pensez qu'on va avoir quasiment instantanément une phase de baisse de, je ne sais pas moi, 10, 15, 20%, mais pour moi c'est extrêmement présomptueux. Ça veut dire que vous pensez qu'on a encore une réserve de vendeurs aussi importante que celle qu'on avait pu accumuler en ayant un range haussier qui a duré plus de 3 mois. Alors que là, ça fait à peine 3 jours qu'on se relève, dans une phase où on avait eu une capitulation extrême. Donc évidemment, tout ça n'est que jeu de probabilité. Est-ce que je suis sûr de mon scénario? Évidemment non. Est-ce que je joue 100% de mon portefeuille sur ça? Évidemment non. Mais est-ce que j'ai un biais acheteur sur les prochaines semaines? Évidemment oui. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas pour tous ceux qui souhaitent justement se former, qui souhaitent également rejoindre le cercle d'investissement pour avoir accès à cet espace membre. Vous avez toutes les informations sur les liens en description pour avoir tout ça. Vous avez justement toute l'interprétation des indicateurs qui est réalisée tous les jours. Vous avez ici les différentes notations des marchés et également du coup la position estimée dans le cycle, hein. Donc vous voyez ici on est plutôt a priori dans une phase de peur conformément à tous nos indicateurs. On a nos 5 piliers, on a des screeners d'action du trading d'altcoin, des screeners d'altcoin, pardonnez-moi, avec un trading d'altcoin également qui fonctionne plutôt pas mal. Donc vous retrouvez évidemment mon allocation en temps réel, la stratégie court terme avec les signaux d'entrée et les signaux de sortie qui sont partagés en temps réel via cet espace membre et via Telegram. Donc vous avez la possibilité de n'utiliser que l'un ou que l'autre. Je partage de toute façon sur 3 briefs par semaine. Donc là, je sors d'un brief que j'ai publié à la communauté en privé.
Vous avez du coup 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, un brief d'environ une demi-heure, 40 minutes, une heure, ça dépend de la volatilité, ça dépend des choses à dire, dans lequel on évoque justement les altcoins, le Bitcoin, la position de marché, la modification de l'allocation du portefeuille, etc. Et je vous réponds évidemment à toutes vos questions. Donc si vous êtes intéressé, vous avez de toute façon sur mon site internet tout en bas une rubrique contact où vous pouvez me contacter par mail ou par télégramme et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve sûrement d'ici semaine prochaine. On verra d'ici peut-être une dizaine de jours. Voilà, à bientôt, au revoir.